Remets-la-moi dans la tête. Ah voilà, merci. Tan 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 tan. Ah, un Puicosaur. Bon d'accord, ok. La fin était un petit peu bizarre, mais le début c'était vraiment du Jurassic World, je vous assure. C'était bruité avec la bouche, amis joueurs, amis joueuses. Bienvenue, trop content de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Nous sommes à l'aube du mois de juillet 2020. Et nous avons un petit temps de papotage organisé avec Game on Tabletop et avec Exode Studio. Et ce, en présence d'un représentant à chaque fois éminent, bien sûr, puisque l'on a Laura pour Game on Tabletop. Salutations, Laura. Salut, merci de m'accueillir ici. Est-ce que tu vas bien? Ça va bien, mais je suis contente d'être ici, en bonne compagnie. Bah écoute, nous, on est ravis de t'avoir et que tu puisses nous parler un petit peu de ces nouveautés Game on Tabletop et du pourquoi est-ce que nous sommes ici. Et nous aurons une mise en pratique avec Hélène de Exode. Salutations Hélène, comment vas-tu? Ça va. Et je te promets, je vais essayer de ne pas te stresser, Hélène. Je voudrais que tu respires calmement. Ne fais pas tout de suite la respiration du petit chien. Je sais qu'a priori, oui, c'est ça. Tu pourrais accoucher en direct. J'espère que non. On va pas te stresser, Hélène. Non, mais je ne rigole pas, amis joueurs et amis joueuses. Hélène est à même moins quelques jours de l'accouchement et pourtant elle est avec nous, avec ses à plus quelques jours, oui, t'as raison, c'est dans l'autre sens, elle est à plus quelques jours de l'accouchement. Donc, on va prendre grand soin du petit bonhomme ou de la petite bonne femme qui est dans le ventre et qui va, je l'espère, très bien. Celle qui nous accompagne également dans cette émission, c'est Madame Mathilde. Elle est avec nous. Mathilde, je suis ravie que tu sois là. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va fort bien. Je vous souhaite un excellent lundi à toutes et à tous. Et puis également à nos invités de qualité, à Monsieur Guillaume, à Monsieur Florian qui est derrière la caméra. Bref, le lundi, tout le monde adore ça, c'est connu et je suis ravie d'être là. Voilà, on a pété un tout petit peu le layer de Florian. Pardon Florian, je te demande pardon, je sais pas qui a fait quoi, mais Florian est là pour le rattraper et permettre de faire à la fois de l'art déco avec les écrans, du Picasso et en même temps de revenir. Alors, pourquoi ce petit papotage d'aujourd'hui autour de Tabletop, autour de Game on Tabletop? Vous le savez, avec Trick Track, nous avons fait le dos des boîtes. Le dos des boîtes, c'est une émission qui a pour principe de s'infiltrer un petit peu chez un éditeur et ou un distributeur pour voir un petit peu ce qui se passe derrière l'univers qui est face caméra, face public. Et là, en l'occurrence, nous nous étions rendus chez Black Book Edition. On avait pu discuter avec David, on avait pu discuter d'ailleurs avec Laura, avec toute l'équipe, autour de Black Book et une entité dans Black Book que l'on connaissait aussi, Casus Belli, et une autre entité que l'on connaît également, plateforme de financement participatif, entre autres dans l'univers du jeu de rôle, mais pas que, qu'est Game on Tabletop. J'avais dit avec humour, et pour moi il n'y avait aucun jugement de méchanceté, une petite hydre à 3 têtes. On avait pu découvrir un petit peu cette trilogie, entre guillemets, autour de Black Book Edition. Et avec Laura, aujourd'hui, on avance un petit peu dans l'histoire de Game on Tabletop pour 2 raisons. La première, c'est que finalement, et déjà depuis un certain temps, Game on Tabletop, ce n'est pas que du jeu de rôle en termes de financement participatif. On est d'accord, Laura ? Tout à fait. Ça se diversifie de plus en plus, en fait. Depuis que Game On existe en tant que Game On, en fait, la vocation a vraiment été de se diversifier, d'accueillir tout type de jeux traditionnels dans le sens qu'on fait pas de jeux vidéo, et puis aussi de se tourner vers l'international, tout en gardant, bien évidemment, avec grand plaisir, nos créateurs francophones sur notre plateforme également. D'accord. Donc là, première information pour ceux qui nous regardent et qui veulent un petit peu comprendre les ficelles. Quand je dis ficelles, c'est pas Puppet Master, hein, les ficelles, c'est-à-dire comment est-ce que ça s'organise. Game on Tabletop n'a pas pour vocation d'être, entre guillemets, et c'est pas négatif non plus, franchouillard, c'est vraiment international. Il pourrait y avoir des campagnes en anglais, par exemple. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y en a. Après, quand je parle international, c'est encore compliqué d'être présent partout dans le monde parce que c'est surtout, il y a des restrictions, en fait, par exemple, sur les moyens de paiement, des choses comme ça. Donc, on ne peut pas encore être
partout. Mais en tous les cas, on est présent dans plusieurs pays européens déjà, l'Allemagne, la France, bien évidemment, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Et puis, on est aussi très présent, mine de rien, et de plus en plus aux États-Unis, par exemple, qui est bien sûr aussi un gros marché dans le monde du jeu et notamment dans le financement participatif. D'ailleurs, petite anecdote, la première fois que j'ai rencontré Gaemon, c'était à la Gen Con. Tout à fait. Ben voilà, comme quoi. C'était important d'aller là-bas pour les voir, comme ils habitent pas très loin de chez toi, en vrai, sinon. Hélène, par rapport à Exode Studio, on sait qu'il y a eu une campagne assez étonnante autour de Jurassic World, le jeu de figurines, entre guillemets, miniature game. Quel serait ou quel est l'intérêt d'avoir éventuellement d'autres plateformes, peut-être plus spécialisées, alors que moi, dans ma tête, Laura, tu m'excuseras, je vais le dire un peu comme ça, boum, je me disais, il y a Kickstarter, tout le monde va vouloir aller sur Kickstarter, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'une autre plateforme? Eh bien, déjà, il y a un avantage que Gaemon Tabletop a, c'est on a quelqu'un à qui parler. Parce que sur Kickstarter, on n'a pas forcément. Donc, avoir un intermédiaire, ça nous aide vraiment à préparer toute la campagne. Donc, nous, on a utilisé Gaemon au début pour le Let's Pledge. Et du coup, c'est vrai que ça nous a aidé à tout planifier, à éviter des erreurs, parce que du coup, elle a l'expérience d'autres jeux ou jeux de rôle qui sont déjà sortis sur Gaemon. Donc, elle nous a beaucoup évité des erreurs sur le shipping, des choses comme ça. Et honnêtement, c'est surtout avoir quelqu'un à qui discuter du projet et justement le présenter d'une meilleure manière. Donc, c'était quelque chose qu'on n'avait pas eu pour Kickstarter. Mathilde, juste redis-moi, tu as fait quelques financements participatifs? Il est possible que j'ai fait quelques financements participatifs, mais il n'y a pas de témoin, monsieur Guillaume. C'est ce qu'ils disent tous. C'est ce qu'ils disent tous. Est-ce que tu as déjà utilisé la plateforme de financement participatif Gaemon Tabletop? Eh bien, je dois dire que non. Non, d'accord. Je n'ai pas encore utilisé cette plateforme. Je l'ai découverte il y a déjà quelques semaines. Alors évidemment, quand on a commencé à parler de Jurassic World. Et puis aussi, j'ai vu les versions classiques du 7e continent qui sont présentes, qui est un jeu auquel je m'intéresse depuis longtemps. Et j'en ai reparlé récemment et je me suis dit, où est-ce que je pourrais le trouver? Et j'ai fait, hey, il est là! Coucou! Il est là! Voilà. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de participer, mais je suis ça d'un œil attentif. Alors justement, Laura, du coup, vas-y, j'allais te poser la question parce qu'on est dans le pourquoi du comment de cette discussion d'aujourd'hui. Il y a cette partie financement participatif et donc tu viens de nous le dire, c'est possible même au-delà de la francophonie. C'est votre objectif avec Gaemon Tabletop de proposer à la fois un service d'accompagnement aux porteurs de projets, un service de mise en relation aussi avec les joueurs et votre communauté, mais il y a au-delà de ça une nouveauté sur Gaemon Tabletop. Il y a aussi les papates, comme nous dit Nicolas Bonneau, bien sûr, effectivement. Mais il y a un côté les papates. Il y a un côté marketplace. Et là, ça c'est pas un changement de philosophie, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est une nouvelle corde à votre arc pour Gaemon Tabletop. Tout à fait, c'est un nouveau chapitre en fait, je l'appelle comme ça. Donc effectivement, alors merci déjà Hélène pour ce que tu as dit, ça fait toujours plaisir bien sûr parce qu'on passe effectivement beaucoup de temps avec nos créateurs alors qu'on est toujours une petite équipe. Parfois trop, je pense que t'en as marre de nous. Non. On l'appelle régulièrement, c'est pour ça. Non mais c'est très bien. Et donc du coup, effectivement sur Gaemon, on a plusieurs choses qui nous démarquent vraiment des autres plateformes qui sont donc cette proximité avec le jeu, hein, on est des joueurs, on vient du monde du jeu, on était éditeur, enfin on est éditeur aussi à côté avec Black Book Edition qui est en fait la maison mère, comme tu l'as expliqué, la hydre, l'autre tête de l'hydre. Et donc du coup, on vient de ça et c'est ce que nous on essaye aussi de soutenir dans toutes ses formes. Et donc effectivement, c'est clair qu'on a beaucoup moins de projets, donc c'est pas non plus une très très grande anomalie en quelque sorte si Mathilde n'a pas encore pu participer à un projet chez nous, c'est parce que bien évidemment on est encore plus petit, même si ça grandit vachement. Et donc justement grâce à cette évolution, nous
on continue à être vachement à l'écoute en fait des éditeurs avec lesquels on travaille. C'est pas toujours évident de pouvoir répondre à tous les besoins, mais on fait un maximum de ce qu'on peut. Et donc déjà depuis un moment, en fait, il y avait beaucoup de monde qui venait chez nous en disant, bah en fait, nous on fait des financements avec vous, voire même sur d'autres plateformes, hein, mais on fait des financements participatifs, ça marche très bien, on est très content, on fait souvent des produits de luxe, des produits très haut de gamme qui donc sont parfois un peu plus difficiles à placer plus tard dans un réseau de distribution plus classique, dans le sens où les étagères des boutiques sont déjà vachement remplies et en plus de ça, souvent avec des prix qui sont plus compliqués à marger avec une boutique en fait à côté. Et donc ils disent mais oui, mais en fait nous c'est compliqué pour nous de créer notre propre site, de générer de l'audience, d'avoir du trafic, des gens qui viennent. Est-ce que vous n'avez pas une solution pour moi mes projets qui sont déjà aboutis, qui existent déjà, où le stock il est déjà physiquement présent? Et donc ça fait un moment en fait que nous on s'est dit et si on prenait déjà tout ce qu'on fait au quotidien avec Gaemon et qu'on le transforme en fait, parce que tous les jours on encaisse des centaines de paiements, des transactions, des commandes, on gère des comptes clients, on gère des envois de mails, enfin, on gère toutes ces bases-là. Et en plus de ça, on a quand même une grosse audience. Hein. On a une audience de plus de 80 000 joueurs financiers, ce qui n'est pas anodin. Et si on mettait du coup à disposition, en fait, à nous aussi, cette marketplace. Et donc, quand est arrivé le Covid, en fait, il y a plusieurs éditeurs qui nous ont aussi approchés à ce moment-là en disant, ça va être encore plus compliqué potentiellement en boutique pendant quelques temps. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Et nous, on a pris ce défi, on s'est dit, voilà, on peut être là pendant le Covid et bien évidemment, on continue aussi pendant le confinement et on continue à apporter du soutien à nos créateurs, etc. Mais on va aussi se donner à fond et faire de ça une réalité. Et puis, en plus de ça, un jour, Hélène, elle m'appelle et elle me dit, Laura, je voulais te parler d'un projet qu'on a. Mais par contre, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir une solution de vente plus directe parce que c'est pas des produits qu'on va vouloir mettre en financement participatif classique. Est-ce que tu as une solution à proposer? Et du coup, moi, j'étais là, tu faisais partie de ma liste de gens que je voulais rappeler vis-à-vis de tout ça. Et du coup, c'était hyper chouette d'avoir des partenaires comme Hélène pour pouvoir mettre ça en place. Et puis, bien sûr, du coup, comme disait Mathilde, par exemple, aussi, Serious Poulp qui sont venus avec 7e continent, c'est énorme aussi. C'est un jeu qui est disponible que sur leur propre site en ce moment. Et du coup, maintenant aussi sur Gaemon aussi. C'est chouette de pouvoir proposer ça. Voilà. Et donc, ça s'est lancé très récemment, pardon. Ça s'est lancé très récemment et ça fait ses petits pas, petit à petit. Voilà, j'espère le voir grandir du coup sur notre plateforme directe. Ouais. Alors, on l'a dit, hein, la plateforme est internationale. On retrouve Ulysse Spiele avec du Pathfinder 2 en allemand. On va retrouver du Kings of War, aussi bien le jeu de rôle que la V3 avec Victoria Game et du Late Pledge dans ceux qui sont encore en cours. Bien sûr, il y a encore beaucoup de jeux de rôle. Quel bonheur d'avoir Ulysse Spiele et du Torg partout en attendant de le retrouver en VF. Il y a Nephilim, c'est du jeu de rôle aussi qui cartonne en ce moment. Donc pour l'instant, c'est encore très jeu de rôle, mais Dungeon Crawl classique, bien sûr, avec un nombre de souscripteurs qui varie entre tous ces projets. Et puis, on a le marketplace, où pour l'instant, donc, on a, en fonction du pays, hein, puisqu'après, j'imagine que le marketplace, une fois encore, pourrait éventuellement s'internationaliser et donc, du coup, avoir un marketplace et des produits particuliers en fonction de l'endroit où ils sont envoyés et où ils restent. Pour l'instant, effectivement, on retrouve donc le 7e continent et c'est pour ça que Hélène est avec nous. On retrouve un ensemble d'éléments autour de Jurassic World. On va avoir le raptor, on va avoir le dôme des oiseaux, etc. etc. Mais derrière, Hélène, vous avez voulu en faire... Alors certes, le moyen de trouver des éléments qui étaient, me semble-t-il, hein, on a les maps en néoprène et tout ça, les maps de jeu et tout. Donc un moyen de trouver des éléments hors de la campagne, mais aussi un élément où vous avez voulu prendre en compte, me semble-t-il, les boutiques et la situation du monde du jeu actuellement. Qu'est-ce qu'il en est un petit peu? Comment c'est venu? Plutôt dans l'autre sens, puisque on a eu des boutiques qui nous ont contactés. On a un large réseau de boutiques partenaires durant lesquelles, pendant le Kickstarter, enfin le Late Pledge,
avec Game On, on avait dit si vous livrez dans les boutiques pour les faire vivre aussi, le shipping sera gratuit. Parce qu'on avait réussi à négocier en amont. Et du coup, ces boutiques nous ont contactés en disant je ne sais pas si je pourrais recevoir les pledges de vos backers parce que je pense que je vais fermer. Donc, on a eu beaucoup de nos boutiques partenaires dans le monde, pas qu'en France, du coup, parce qu'on a aussi une boutique aux États-Unis partenaire et une en Scandinavie qui nous a contactés pour nous dire malheureusement, le Covid nous impacte trop. Donc, nous, on s'est dit attendez, paniquez pas, on va voir ce qu'on peut faire. Et on avait déjà des gros décors collector qu'on voulait sortir, mais qu'on ne pouvait pas parce qu'ils n'étaient pas viables dans le cycle traditionnel, puisque ce sont des décors. Si je prends l'Innovation Center, pour le garder à l'échelle qu'Universal exige, c'est un décor de 90 cm de diamètre. Ouais. Donc, c'est énorme. Et au niveau du prix de conception de production, c'est énorme également. Et du coup, on a appelé Universal, on leur a demandé ce qu'on pouvait faire également, parce qu'ils ont leur mot à dire sur tout ce qu'on fait, et également, ils ont des redevances sur tout ce qu'on vend. Donc, du coup, on s'est mis d'accord avec eux qu'on allait sortir ces décors. On cherchait un moyen de les sortir en direct, sans passer par un réseau de boutiques directement, parce que sinon, avec une marge boutique, les prix auraient été exorbitants. Et nous, on a décidé de donner notre marge aux boutiques partenaires. Ouais. Donc, en fait, une fois que le prix de production a été couvert, tout ce qui restait, qui était censé revenir à Exode Game, est parti pour Exode pour tous, une association qu'on a créée pour aider les boutiques avec le Covid et qui en fait distribue des sortes de financement ou de donations en fait aux boutiques pour les aider un peu pour tout. Et c'est comme ça qu'on a sorti tous les décors collector. Et les maps sont venus un peu après parce que les gens, certains ne pouvaient pas se permettre les décors, mais voulaient les maps, donc on les a rajoutés sur le marketplace. D'accord. Du coup, c'est à ce moment que j'ai eu Laura. Ok, que tu as eu Laura en disant oui, c'est possible, oui, ça se développe. Donc, il y a aussi un côté marketplace qui s'ajoute et qui peut représenter même un intérêt, non pas simplement pour les éditeurs comme une boutique en ligne possible et accessible, mais aussi pour les joueurs qui peuvent y trouver des éléments qui n'auraient pas été accessibles par ailleurs ou de façon plus difficilement peut-être trouvable, entre guillemets. Donc, ça, c'est ce que nous ont raconté Laura et Hélène, viennent de nous expliquer Laura et Hélène. Mais là, autour du projet Jurassic World, il y a aussi une prise de conscience de ce que la période de confinement a imposé à certaines boutiques et l'envie donc de passer. On a le droit de donner les chiffres. C'est combien je ne sais pas comment ça s'exprime, de pourcents de somme qui est reversée ensuite aux boutiques? 30% du prix est reversé et à l'heure actuelle, on a pu aider 7 boutiques à hauteur de 3 000 € pour chaque boutique. Ah oui, d'accord. En don comme ça à la boutique? Oui, en donation. C'est une subvention qui est faite par l'association. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que voilà, c'est aussi à la fois un moyen de, autant le dire comme ça, c'est à la fois un moyen pour Exode Game de rendre disponibles des éléments, de les vendre, et puis pour vous aussi, j'imagine, de pouvoir vivre. C'est un moyen pour les joueurs de se faire plaisir, et puis derrière en plus un moyen d'aider des boutiques de jeux de société qui ont eu du mal à encaisser, on va le dire, c'est le cas de le dire, la période de confinement. Mathilde, j'ai vu qu'il y avait, me semble-t-il, mais d'un œil un peu comme ça, trop distrait, parce que j'écoutais ce que disaient nos invités. Est-ce qu'on peut faire un petit point de chat autour des questions qui sont éventuellement posées sur Game on Tabletop, voire Exode Game? Je te laisse la parole, chère amie Mathilde. À toi de jouer. Effectivement, un petit point de chat et également un petit point de chat pour vous dire qu'on fera une session à la fin vraiment de 20 minutes qui sera consacrée uniquement à vos questions pour avoir un petit peu de dialogue, d'aller-retour, etc. Je vais simplement poser une première question que j'ai attrapée au passage côté Twitch qui nous venait de Dice qui demandait pourquoi est-ce que sur Game On, le paiement se fait au moment du financement et non à la fin, contrairement à Kickstarter? Est-ce qu'il s'agit d'un problème, entre guillemets, de loi française? Est-ce que c'est un choix? Comment se fait-ce? Alors, en fait, les deux sont possibles sur Game On. On laisse le choix, en fait, aux créateurs. En fait, il y a énormément de choses qui vont rentrer en compte là-dessus et qui vont aiguiller un peu ce choix. Le souci avec les paiements en fin de campagne, c'est que c'est très instable pour le créateur, mais pas que pour le créateur, bien sûr, parce que pour le créateur, c'est instable dans le sens où, en fait, les gens, ils peuvent se retirer. Donc, notamment pour les petits, c'est très difficile parce que des fois, les gens, ils vont prendre des all-in et après, quelque chose va arriver, ils vont aller ailleurs. Pour un petit créateur, ça peut être fatal parce que lui, il compte vraiment sur chaque euro, en fait.
Voilà, il y a ça. Mmh. Après, pour le client aussi, ça peut être pas forcément être évident non plus, dans le sens où, du coup, alors il y a une charge qui est faite, il y a une autorisation bancaire qui est faite, du coup, au moment du paiement, si jamais c'est différé. On récupère quand même l'autorisation, mais ça peut toujours échouer, à la dernière seconde, quoi. Ce qui veut dire qu'à la fin d'une campagne, ce qui est d'ailleurs le cas sur d'autres plateformes comme Kickstarter, bah, à la fin de la campagne, potentiellement, en fonction des campagnes, il y a énormément de paiements bancaires qui peuvent échouer et du coup, les gens aussi perdent leur pledge. D'accord. L'autre, désavantage potentiel pour les clients, c'est aussi le fait que l'avantage du coup du système des paiements en direct pour le client, c'est aussi que si c'est une campagne qui va sur plusieurs semaines, potentiellement, ils peuvent décider au début de prendre un petit pack à 10 € par exemple, parce qu'ils ont que 10 € à mettre, ils vont être prélevés direct et si du coup la campagne court sur 1 mois, ils ont touché un nouveau salaire et ben, ils peuvent se rajouter pour 20 € et ça leur fait 2 petits paiements, au lieu d'un gros, d'un coup. Donc en soi, ça c'est un avantage. Maintenant, les 2 possibilités sont, comme je disais, accessibles sur Game On. Généralement, en fait, c'est, les projets qui sont un peu, qui se disent qu'ils vont quand même atteindre leur seuil de financement, qui sont pas trop inquiets là-dessus. Ils préfèrent un paiement direct parce qu'en termes de gestion, c'est vachement plus facile, en fait, parce qu'on a chaque paiement au compte-gouttes. S'il y a un souci, on peut s'en occuper tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre la fin. Et c'est plus des petits projets, des fois, qui sont pas sûrs s'ils vont vraiment avoir assez de monde pour les soutenir, qui vont se dire, bah, comme ça, je m'enlève les remboursements, quoi. Et puis, historiquement, sur Game On, ça avait commencé aussi avec les paiements en direct. C'est pour ça que l'audience française, elle est plus habituée à ça qu'aux paiements différés. Mais encore une fois, bah, les deux sont possibles. Et puis, nous, on propose les deux aux créateurs. Voilà. Et c'est au choix ensuite. On a Mathieu Ouais. qui nous dit sur Facebook que pour avoir annulé un pledge sur Game On Tabletop, l'argent, lui, est revenu au top. Donc très bien Mathieu. On espère que les annulations sont rares, mais en tout cas, si jamais à un moment vous devez annuler pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de souci avec ça. Je vais rendre la main à mon camarade Guillaume pour la suite des questions, mais je vous rappelle que je collecte vos questions. Je les ai vues, je les ai Turtle Blue, j'ai noté tes questions, je note, et je les inclurai dans la petite session de 20 minutes à la fin. Voilà. Ami Guillaume, quelle est la suite du programme ? Eh bien, écoute, je chope la main au passage et je vais partir sur un élément qui est peut-être un petit peu plus tricky. Laura, Hélène, dites-moi, on sait que l'arrivée de Kickstarter, l'arrivée du financement participatif et du, on va dire, B2B entre l'éditeur et le joueur, le client final, entre guillemets, a déchaîné quelques discussions en termes de ah oui, alors attention, je vais faire une campagne de financement participatif, mais il faudrait quand même pas que je me mette les boutiques à dos parce que je considère qu'il va y avoir une version retail et si j'ai tout vendu en Kickstarter, les boutiques vont pas prendre ma boîte parce qu'ils vont considérer que tout le monde a déjà eu, les cibles potentielles ont eu leur jeu. Bref, je vais commencer par Hélène. Parce que là, on est plutôt côté éditeur, mais je poserai aussi la question à Laura. Hélène, comment est-ce que vous avez réfléchi, comment est-ce que vous voyez le triptyque, le trio, le triangle amoureux, parfois un peu maudit, entre éditeur, boutique, plateforme de financement participatif? Comment réussir à cumuler pour que ce ne soit pas entre chien et chat? Je pense que c'est pas déjà impossible de tout gérer. Après, nous, on a décidé de le gérer d'une manière avec des boutiques partenaires, donc inclure les boutiques dans le Kickstarter. C'est-à-dire que forcément, si on fait une plateforme à la base, c'est qu'il faut payer le financement de la production, des outillages. Nous, c'est pour ça qu'on avait lancé, parce que les figurines, elles sont géantes, donc les moules qui vont avec sont assez chers, et c'était pour ça qu'on ne pouvait pas forcément se permettre des gros crédits pour financer une production aussi chère, donc d'où le lancement. Après, on sait qu'on va forcément aller sur du retail, donc de la vente en boutique. Et du coup, si on se met les boutiques à dos en disant Kickstarter exclusif et qu'après on revient en boutique, c'est les backers qu'on se met à dos. Donc c'est vraiment jongler à chaque fois avec tout le monde pour rendre tous les acteurs heureux. Donc on s'est dit dès le début, on va les inclure. On va les inclure dans le sens que on va pas leur demander de participer à la campagne, mais on va leur demander d'accepter de recevoir des pledges, en échange de quoi ils seront ce qu'on appelle les boutiques partenaires Exalt Game, et ils auront des produits, on va pas dire collector, mais des produits qui sont en faible tirage dans leur boutique en priorité plutôt que un peu dans toutes les boutiques. Ce qui permettait du coup aussi que les backers, donc ceux qui pledgeaient, avaient un endroit sur lequel ils allaient faire jouer le jeu
Donc, quand ça sort en boutique, évidemment, ils cherchent des endroits et des joueurs et c'est généralement chez les boutiques qu'on se tourne. Ouais, d'accord. Donc en fait, vous avez réfléchi aux moyens de, rééquilibrer un gagnant-gagnant, pour ce trio, ce triangle-là. Du coup, Laura, la question est un petit peu différente. Game On Tabletop est une plateforme de financement participative. C'est quelque chose qui est maintenant rentré, hein, vraiment dans l'air du temps, même pour que le jeu de rôle, au final, ce regain de dynamisme en a vraiment profité avec, on le voit, tous les projets, et d'ailleurs tous les projets financés, certains avec même des waouh, comme on a vu dernièrement le jeu de rôle Elf. Est-ce que vous n'avez pas peur, Laura? Est-ce que tu n'as pas peur que l'ouverture d'un marketplace et donc potentiellement d'une boutique en ligne, potentiellement prise pour concurrente pour celles qui ensuite vendent les jeux de rôle et tout ça, ne risque pas de vous attirer un petit peu, lire des boutiques? C'est une très bonne question. Bien sûr, c'est un sujet auquel nous on est sensible, qui nous tient au cœur Ouais. et qui a toujours été qui faisait partie des discussions qu'on avait aussi sur Game On. En fait, c'est sûr que c'est clair, nous on est une plateforme B2C direct, donc on vend direct aux clients. Enfin, nos éditeurs vendent direct aux clients et ça a toujours été comme ça. Donc ça a toujours été un peu complexe parce que surtout au début, les boutiques ont vachement vu le financement participatif comme leur prendre quelque chose, leur prendre des ventes. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui a changé avec le temps. Je pense quand même que notamment des gros succès, donc bien évidemment mondialement parlant, mais même sur le marché francophone, même sur le marché du jeu de rôle par exemple. En fait, beaucoup de choses qui sont sorties via financement participatif se sont très bien vendues aussi après en boutique, hein. On parle de grandes gammes comme Héros et Dragons, comme Pavillon Noir, pour ne citer que des trucs Black Book Edition, je connais un peu mieux les chiffres, etc. Alors, en fait, c'est des choses qui se sont quand même vendues aussi après. Et je pense que du coup, ça a aussi permis aux boutiques un petit peu mieux de comprendre avec le temps que en fait, il fallait trouver un moyen de collaborer et du coup de profiter aussi de ça et de voir sortir en fait des gammes qui n'auront pas eu, enfin qui n'auraient pas vu jour en fait sans le financement participatif. Maintenant, Ouais. moi, ce que dit Hélène, par exemple, aussi, c'est vachement chouette. Je trouve elle se pose vraiment réellement des questions, justement. Elle s'est créée sa solution de boutique partenaire. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça, mine de rien, qui existent. C'est pas sur tous les projets, mais il y en a quand même. Alors, par exemple, en France, souvent, on voit des participations où les boutiques, par exemple, peuvent participer directement, mais sans payer. Et elles vont payer à la livraison. Donc, c'est quelque chose que font certains éditeurs, pas tous, mais certains le font pour en fait éviter à ce que la boutique ait besoin de sortir tous les fonds, par exemple, un an avant la livraison, comme c'est souvent le cas dans le financement participatif. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même faites pour les intégrer là-dedans. Nous, on encourage toujours nos créateurs à penser aussi un petit peu à des paliers boutiques. Maintenant, c'est sûr que c'est pas le meilleur endroit où les inclure directement. Concernant la marketplace, pardon, oui, vas-y, Je Hélène. disais juste que Game On m'a aidé là-dessus parce que quand moi j'ai voulu mettre en place le shipping gratuit pour les boutiques, ça n'aurait pas été faisable sur Kickstarter ou sur notre plateforme. Et Laura s'est débrouillée pour le rendre faisable sur Game On. D'accord. Oui, ça c'est les avantages de Game On, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont paramétrables, que ça va beaucoup plus loin. C'est sûr que des choses comme ça sont possibles. D'ailleurs, on réfléchit aussi vraiment très concrètement sur quels sont aussi techniquement des moyens qu'on aura avec le temps d'intégrer des boutiques différemment, de leur donner des comptes un peu spéciaux, etc. C'est des choses, bon, ça prend du temps de développement, mais c'est des choses qu'on envisage réellement, concrètement. Concernant la marketplace, du coup, pour revenir sur ta question là-dessus, c'est bien évidemment, ça reste aussi du B2C direct et en quelque sorte, on peut dire que ça court-circuite les boutiques. Moi, je pense que sur cette plateforme, on va se retrouver avec beaucoup de produits et de jeux qui, justement, ont du mal à avoir une visibilité chez les boutiques, mais qui touchent très particulièrement notre audience. Donc, il faut savoir, notre audience, elle est très diversifiée. Il y a des gens de tout âge,
tout background, etc. Mais mine de rien, ils viennent généralement chercher chez nous l'exclusivité, des nouveaux produits, des produits haut de gamme, des produits un peu difficiles à trouver, etc. Et donc, je pense que c'est un bon endroit pour justement permettre ça. On est aussi toujours intéressé à collaborer avec des boutiques. On est à l'écoute de ce qu'ils font. On essaye d'y réfléchir comment les intégrer un maximum. Donc voilà, on n'est pas fermé à des collaborations, même si bien évidemment, on se cache pas du fait que on reste une plateforme B2C et que ça va être ça notre principal. Mais pour moi, en tous les cas, les deux cohabitent très bien maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, qui sont faits pour être en boutique. Il y a d'autres jeux qui sortent qui ne sont pas faits pour être en boutique, mais ce qu'on se rend compte, c'est que mine de rien, les deux se vendent. Et donc, du coup. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas leur laisser une place. Oui, je comprends bien. Et puis, de toute façon, c'est aussi des gens qui travaillent. C'est aussi la liberté d'entreprendre. Hélène, par rapport à ce que disait Laura, je trouve ça assez intéressant. On ne l'a peut-être encore pas suffisamment dit. Penses-tu, je vais le poser dans ce sens-là, de façon un peu plus neutre, penses-tu que dans le domaine du jeu de société, qui on va dire est déjà un domaine demandant une certaine aisance financière, parce qu'il faut avoir le temps de jouer et il faut avoir les moyens pour s'acheter des jeux. Sur Kickstarter, sur Game On Tabletop, on a l'avantage, comme le disait Laura, d'avoir un produit qui est des fois un produit plutôt de luxe, et comme tu l'as dit aussi, le fait de pouvoir éventuellement aller dans une certaine démesure, aucun jugement de valeur là-dessus, avec des grands modèles, des grandes figurines, etc., etc. Est-ce que tu considères que c'est ce qui permet, ce financement participatif, le marketplace aussi, ça permet de se... Alors quand je dis se lâcher, c'est pas négatif, parce qu'une fois encore, tout est question d'économie et de rapport qu'on entretient avec, mais une façon de se lâcher. Est-ce que le jeu de société ou une partie du jeu de société est en train de devenir, on va dire, un loisir de luxe? Comment est-ce que tu vois cet aspect-là, justement? En fait, je pense qu'il y a déjà... Ça dépend des gammes, surtout. Parce qu'il y a plus... Vraiment, les jeux qu'on voit le plus, c'est les jeux de figurines. Donc, les jeux qui sont au-dessus de 60 € et que forcément, déjà, les boutiques à stocker, c'est assez massif. Et le prix n'est pas abordable à la famille moyenne ou qui a l'habitude de jouer à des jeux famille qui sont en dessous de 30 € ou à l'équivalent de 30 €. Après, évidemment, là, ça commence un petit peu à changer en ce moment, mais pour l'instant, c'est encore la majorité. Les stretch goals attirent beaucoup plus qu'en boutique, puisque du coup, c'est des paliers, ça permet de lever plus et les gens ont plus pour le même prix qu'ils auraient eu en boutique avec une distribution classique. Et évidemment, c'est pas un secret, l'éditeur se fait plus de marge avec un crowdfunding, plus que il n'y a pas le circuit de distribution avec un distributeur et la marge boutique. Mais à tes souhaits. Merci. Mais attention, le bébé va sortir. Non, tout va bien. C'est bon. Il y a de la réception, sinon c'est bon, il y a une poubelle en dessous. Oh non. Mais non. Mais papa n'est pas d'accord. Mais après, c'est vrai que ça a aussi tendance à mettre beaucoup de gens pas contents ou un gros débat autour de ça. Le fait est que c'est nécessaire. Honnêtement, certaines sociétés ne peuvent pas vivre sans faire du crowdfunding. Je le pense sincèrement. Même nous, je pense qu'on n'aurait pas pu sortir Jurassic sans l'aide d'un financement participatif, puisque on s'adressait essentiellement à des non-joueurs à la base, puisque c'était les fans de Jurassic. Et qu'aller les chercher dans des boutiques, ils y seraient jamais allés d'eux-mêmes parce qu'ils font plus de la grosse distribution. Donc du coup, il fallait qu'on les attire via toutes les plateformes telles que Facebook, notre site internet et autres, sur quelque chose dont eux n'avaient pas bougé de chez eux. Donc honnêtement, c'est aussi un impact qui est non négligeable. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de rester en exclusif parce que derrière, il y a une autre communauté qui est la communauté des joueurs qui, eux, vont en boutique plus que sur Kickstarter. Et beaucoup disent aussi qu'ils ont trop pledgé. Donc, ils cessent de pledger. Donc, si on ne veut pas perdre aussi ces personnes-là qui ont décidé d'arrêter d'attendre 1 an, il faut qu'on les trouve en boutique derrière.
D'accord. Guillaume, Donc est-ce que tu me permets de poser une petite Ah bah, bien question à ce sûr, sujet? bien Parce que sûr, j'ai une bien question, sûr. qui me semble ô combien appropriée à ce que tu disais à l'instant, de David Rlieh, qui nous demande si, hormis la question sur Facebook, quelque chose me dit que ce n'est pas ton vrai nom de famille, David. Hormis la question de préfinancement qui porte à choisir KS plutôt que magasin pour certains jeux, est-ce que le coût du produit final entre en compte également lors du choix entre plateforme participative et boutique? Et quelle est la différence de coût pour l'acheteur entre un jeu Kickstarter ou bien Game on Tabletop et magasin? Et quelle est la cause de cette éventuelle différence de coût? Je pense que c'est Donc justement est-ce ce que que j'expliquais en fait, oui, avec le fait vas-y. qu'il n'y a pas le circuit normal avec le distributeur qui a un pourcentage et la boutique Mmh. à qui on doit laisser un pourcentage de vie en fait, parce que si on pourrait faire, vous avez que 10%, mais il faut qu'ils puissent vivre de ça et que toute la chaîne vive. L'avantage de Kickstarter en soi, parce que moi j'ai Jurassic qui a fait un Kickstarter et un Let's Play sur Game On, c'est que j'ai pu réduire le prix pour qu'il soit abordable à tous, même aux non-joueurs, donc à une sorte de prix d'appel, en justement retirant les marges distributeurs et boutiques et aux vendants, aux marges distributeurs, enfin aux marges éditeurs du coup, qui a fait honnêtement, parce que le jeu était à 55 € sur Kickstarter, un prix d'appel pour autant de figurines qui était incroyable. Ça aurait pas pu faire j'aurais pas pu faire un tel prix d'appel en boutique. Donc après, non. c'est un choix. Il y a des éditeurs aussi qui décident plutôt, parce qu'ils ont beaucoup de salariés ou autres, de marger le même prix, qu'il y ait pas une grosse différence, mais qu'après il y ait les stretch goals qui soient là pour compenser. OK. Donc c'est des choix personnels. Personnellement, c'est On est d'accord, la différence de coût, en tout cas pour l'instant, en France, Laura, Hélène, on peut dire que grosso modo, le coût de fabrication normalement, circuit classique, le coût de fabrication d'un jeu jusqu'à son coût en boutique, on va faire un x6, x7. Vous êtes d'accord à peu près avec ce ça. ratio? La règle, c'est x6. Tout à fait. Voilà, Voilà. la règle est x6. Tous les éléments. Ok, donc ça veut dire que vous pouvez, mais attention, des fois c'est une mauvaise idée de se faire ce calcul-là. Vous prenez un jeu, on va dire pour aller très vite, un jeu à 60 €. Pour aller très vite, c'est qu'il a coûté 10 € à fabriquer. On va très vite en disant ça parce qu'il y a des tas d'éléments à prendre en compte et c'est pas toujours les mêmes pourcentages, etc., etc. Mais donc on se dit, la vache, j'ai payé 60 boules pour 10 €. Oui, mais attention, c'est 10 € de fabrication. Il faut payer après le développement, les illustrateurs, l'auteur, le distributeur et ses camions, la personne qui le met en boutique et le travail qui est à le vendre, etc., etc. Et la Donc TVA. là, ce que Hélène et la TVA, bien sûr. Donc, ce que Hélène nous explique, c'est que si je prends un jeu qui serait à 30 € de fabrication parce que j'ai fait des figurines géantes, etc., etc., x6, je le vends à 180 en boutique normale, au-delà même du préfinancement, donc payer les moules, etc., et tout ça. Donc, Laura, on peut dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que oui, il y a une différence. On revient à notre sujet du jour, qui est le marketplace. C'est pouvoir proposer aussi des objets qui ne pourraient malheureusement, vu l'organisation économique actuelle, elle ne pourrait pas exister en boutique si c'était pas directement comme ça en marketplace. On peut dire ça comme ça pour ces produits un peu de luxe. Tout à fait. Alors, et ça, c'est vraiment. Et du coup, ça répond vraiment aussi pas vraiment le besoin, mais est-ce qu'on voit aussi qu'est-ce que les gens ils recherchent aussi dedans? Parce qu'effectivement, sur des financements participatifs, on peut se retrouver souvent avec des produits très, très haut de gamme, par exemple, des pièces de monnaie en métal, des meeples en bois, mais découpés dans la forme de dinosaures. Enfin, on pourrait avoir un peu de tout. Et ça, en termes de coût de fabrication, ça chiffre très, 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 très vite. Et en fait, ça serait pas possible en boutique. Donc, du coup, en boutique classique, pour avoir un prix raisonnable là-dessus, ça serait des meeples standards, ça serait des pions en carton à la place des pièces en métal. Par contre, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui, justement, ils adorent avoir des pièces en métal, ils adorent avoir le meeple découpé comme il le faut. Et donc, en fait, ça, c'est tout, en fait, c'est tout un pôle de joueurs qui adorent ça parce que, au final, peu importe
au final, pour eux, c'est un peu peu importe s'ils mettent 60 € ou 100 €, bah, de toute façon, ça reste un investissement dans ce jeu. Donc, des fois, ils préfèrent mettre 100 €, mais avoir du coup une expérience de jeu qui va au-delà, en final, du jeu, mais qui est dans les illustrations, dans la maquette, dans l'objet en lui-même. Parce que justement, c'est ça aussi un grand facteur qui pousse les gens à jouer aux jeux de plateau de nos jours. C'est ce côté, j'ai un produit dans la main, j'ai quelque chose de physique dans la main et je vais me retrouver autour de la table avec mes amis, avec des gens avec lesquels je vais jouer. Donc c'est une expérience très visuelle, etc., différente par Tactile. rapport, par exemple, tactile, etc., enfin, par rapport, par exemple, à des jeux vidéo ou des éléments en ligne, en fait. Et donc, du coup, il y a toute une audience de gens qui sont intéressés par ça. Et ça, c'est possible uniquement via le financement participatif parce qu'effectivement, ben, comme tu le disais, ton jeu, il coûte 30 € à produire. Il va vraiment coûter 30 € à produire. Pour le coup, si tu veux tous ces petits éléments-là, ben, 180 € ça commence à faire cher. Ça commence à faire très cher, surtout en boutique où les gens, ils y vont quand même plus souvent pour des achats plus spontanés. Voilà. Après, ça dépend aussi 30-40. vachement de boutique. Par exemple, il y a mine de rien aussi des boutiques qui se spécialisent, aussi, des boutiques physiques en fait, qui spécialisent aussi dans ce genre de jeu, ou voire des boutiques en ligne en fait, qui participent que dans des financements participatifs et qui revendent ces éléments-là. Effectivement, les gens ils viennent chez eux les chercher. C'est pour ça que je dis que c'est toujours important d'essayer d'inclure les boutiques d'une manière ou d'une autre, de leur permettre de financer aussi le jeu avec un petit peu une marge, en sachant que généralement, il n'y en aura jamais trop à ce que ça vienne vraiment faire basculer ton équilibre financier, en fait, sur une grosse campagne. Tu vois, Hélène, combien tu en as eu, mais sur une grosse campagne avec des milliers de participants, tu vas quand même avoir juste une très petite partie qui vont être des boutiques. Donc, au niveau de ta marge, tu vas te retrouver dans la campagne généralement. Alors c'est du coup assez intéressant. On voit qu'il se développe donc à la fois un potentiel des clients qui sont amateurs de bels objets, de choses qui visuellement claquent sur la table, pas forcément parce que ça a un effet en jeu autre que renforcer l'immersion, renforcer le plaisir visuel, etc. Parce que on pourrait très bien parfois mettre un punchboard, quelque chose qui coûterait moins cher, etc. Mais que y a de la demande, que l'on fournit aussi cette demande. Je vais laisser une dernière question, puis après je ferme ma bouche parce que je crois que Mathilde a noté plein d'éléments, puis ça commence à bouger un petit peu là sur le chat. Donc voilà, faut laisser le temps. Comment est-ce que vous voyez à la fois ce développement, aussi bien Laura que Hélène? On a vu qu'il fallait équilibrer un petit peu tout ça, que c'est pas forcément facile, travail de jonglage et d'équilibriste. Ok. Maintenant, comment est-ce que vous voyez cet autre paramètre de jonglage et d'équilibriste supplémentaire par rapport aux données écologiques? C'est-à-dire que comment est-ce que on peut se placer? Je sais que c'est très difficile, il n'y a peut-être pas de bonne réponse, et si c'est le cas, vous me renvoyez ma question dans la tronche et je vais me coucher. De toute façon, après, c'est Mathilde. En disant, donc du coup, c'est de la production pour de la production-consommation. Est-ce que c'est... Enfin, voilà, comment est-ce que vous sentez cette évolution entre deux types de profils de joueurs, certains qui ne disent pas qu'ils s'en foutent de la planète, c'est pas ça que je veux dire, mais qui veulent vraiment quand même un bel objet, et d'autres qui disent non, je fais passer mon envie d'un bel objet derrière, tant pis, je veux quelque chose de écologiquement responsable. Comment est-ce que vous gérez, une fois encore, en équilibriste, ces deux aspects-là? Je pense que c'est vraiment Hélène, ça, allez. c'est jongler. Parce que nous, par C'est exemple, jongler. beaucoup de plastique, évidemment. Donc, même si on essaie d'avoir du plastique recyclé, c'est pas toujours possible pour avoir une belle qualité de figurine. Donc, il faut jongler entre réduire sur certains coûts écologiquement irresponsables, comme le plastique qui englobe les boîtes, pour mettre quelque chose qui est beaucoup plus écologique, et en même temps fournir du plastique. Donc, à chaque fois, c'est sûr. Ce qui est le plus embêtant, je pense, c'est que c'est produit en Chine. Malheureusement, ils sont toujours les plus compétitifs à l'heure actuelle, surtout quand il s'agit de miniatures. L'Europe commence à se développer à ce niveau-là, mais ils sont pas assez, on va dire, peu chers, on va dire, par rapport au prix qu'on a besoin de vendre la boîte. Parce que si je le faisais faire en Europe, mon prix de boîte prendrait 20 à 30% supplémentaire, ce qui est trop cher pour le client final. Donc, on est toujours obligé de passer par la Chine, ce qui fait malheureusement, on va dire, une route écologique plus néfaste. Mais après, on essaie de réduire autrement, en faisant plus appel à du carton ou
ou des matières recyclées, telles que les cartes. Maintenant, ils font de la très bonne qualité de matière recyclée pour essayer de compenser et au moins essayer d'être neutre sur le sujet. Mais Ouais. c'est toujours pareil, des choix en fait, il y a que C'est compliqué, ouais, je comprends bien. Mais c'est pour ça que moi, je ne pose pas la question. J'espère que vous l'avez senti, hein, Laura, Hélène et vous, amis joueurs et amis joueuses. Je ne pose pas la question sur le sceau d'un jugement de valeur parce que c'est trop compliqué et j'ai pas toutes les données de toute façon, mais vraiment il me semblait bien que c'est un travail d'équilibriste et que c'est pas facile. Et donc, du coup, par exemple, Game On Tabletop, Laura, quelqu'un le dit, entre faire une couverture rigide sur un livre qu'on va utiliser pendant plusieurs années plutôt qu'une couverture souple qui coûterait moins cher écologiquement mais qui demanderait à être remplacée tous les ans, bah, il y a des fois, c'est mieux de construire mieux et solide. Bon, ok, mais effectivement, comment est-ce que vous, de votre côté, l'aspect écologie dont vient de parler Hélène, vous le voyez par rapport au financement participatif? Vous sentez que c'est un impact? Vous sensibilisez les porteurs de projets en disant hey, faites gaffe, ça va être mal vu parce que tu mets du kilo plastique. Comment est-ce que vous le voyez, vous? Alors moi, il y a 2 choses là-dedans. Il y a la première chose, je pense que, c'est justement que c'est un milieu qui est en train de grandir. Justement, le kilo plastique, ça devient de plus en plus grand. Ça commence mais ça reste encore, c'est encore frais, c'est encore nouveau. Moi, je pense que si ça continue encore quelques années comme ça va vraiment pousser des gens déjà à pousser les recherches aussi dans ces sens-là, hein. Mhm. C'est comment faire la même qualité pour une figurine en plastique recyclé qu'en plastique classique. Comment produire en Mhm. Europe quand on est basé en Europe et qu'on ne veut pas faire produire en Chine. Maintenant, pour moi, l'autre point que je trouve, alors, c'est oui, bien sûr, hein, ça reste de la production, etc. derrière, mais mine de rien, dans le financement participatif, du coup, les quantités sont vachement mieux maîtrisées. Parce que du coup, Mhm. vu que tu lances ton projet et que tu sais combien d'acheteurs tu as au début, tu Ah, peux au moins ok. faire une première piste de savoir, bah, j'en ai vendu 1000 par exemple là, du coup, je peux m'attendre à en vendre peut-être 1500 en boutique après, et bah, du Mhm, coup, je vais en mhm, mhm. produire 1200. Alors que sinon, si tu fais pas ça, bah, c'est toujours en fait un petit peu au Un feeling et risque. un petit peu à tes analyses Ouais. que tu as. Si tu es très bon Ah ou oui. alors si tu, par exemple, si tu sors des suppléments pour des jeux déjà existants, au bout d'un moment, tu vas pouvoir tomber juste. Mais ça existe aussi des gens qui en ont surproduit en très, très grosse quantité. Et au final, cette production-là, au bout d'un moment, il y a une partie qui va se retrouver au final détruite. Donc, je trouve Ouais, que je ça, comprends. c'est déjà bien dans le financement participatif de pouvoir maîtriser cet aspect-là et du coup, Cette de production. pouvoir le prévoir. Et Ok. après ça, Ouais. donc ça, c'est des choses qu'on commence aussi à voir petit à petit. C'est quand même, mine de rien, justement, vu qu'on a cette possibilité de parfois s'autoriser à un prix plus élevé, c'est du coup Hmm. par exemple, faire un palier. Bah voilà, si on arrive à cette somme-là, bah du coup, on peut utiliser une matière recyclée, on peut Ouais, voilà, faire oui, des bah oui, éléments bien sûr. plutôt en bois que, enfin, voilà, des éléments un peu comme ça. Ça se voit un petit peu plus petit à petit. J'ai Ouais. l'impression que pour nos clients, C'est responsabiliser. On responsabilise le joueur aussi dans son choix en disant bah, vous pouvez vouloir cette qualité-là, mais si on le fait en éco-responsable, ça coûtera un peu plus cher. Est-ce que vous acceptez de payer vous aussi cette partie du un peu plus cher? c'est ça. Et j'ai l'impression qu'on Ouais. n'y est pas encore tout à fait au niveau de l'audience. Moi, j'ai l'impression, enfin, j'en ai vu 2-3 trucs comme ça passer où au final, les clients, Oui. ils ont dit: «Ouais, mais moi, en fait, je m'en fous, donc je veux juste le truc moins cher». Mais je pense que c'est une prise de conscience qui est liée à notre société, en fait, et qui va Oui. en fait, ça va se s'év enfin, va y avoir une évolution sur ces prochaines années parce Oui. qu'on va être D'accord. plus éco-responsable, j'espère, dans notre quotidien un petit peu partout et du coup, au bout d'un Mm. moment, ça va aussi venir sur le côté jeu. Pour le moment, je trouve que c'est pas encore, on peut pas encore le ressentir trop, mais D'accord. j'ai de l'espoir un peu là-dedans et je pense que du coup, le financement participatif, c'est un bon moyen aussi pour faire justement des tests là-dedans, parce Le qu'on temps peut tester aussi. plus facilement des matières, etc. Oui, le temps. Mm. Le temps, parce que Ouais. comme Ouais, on a un délai plus long pour le produire, on a le tout temps de à fait, maîtriser la chaîne qui va aussi faire l'approvisionnement et Le essayer faire. de la rendre Oui, tout plus à fait. bio, on plus va dire. juste. Ouais, Mmh. ouais. Je ferme ma bouche et je laisse maintenant la parole. J'ai déjà trop parlé, pardon Mathilde, j'ai encore fait mon Guillaume, faut que j'arrête, faut que je fasse gaffe, mais en fait c'est tellement moi que j'ai du mal, pardon. On va laisser Mathilde maintenant discuter avec Laura et avec Hélène par rapport aux questions que vous avez posées sur le chat et qu'elle a bien noté, bien écouté tout ça pour pouvoir le réorienter et le redire maintenant. Mathilde, c'est à toi. Oui, tout à fait. Donc j'ai bien noté, comme l'a dit Guillaume, à l'instant, toutes vos questions. On va essayer d'évoquer un petit peu tous les sujets. D'abord sur le sujet dont on parlait à l'instant,
On a effectivement la dualité principalement sur Twitch du bel objet, est-ce que c'est la figue qui doit être au service du gameplay, enfin, ou le gameplay qui doit être au service de la figue. Bref, il y a énormément de points de vue différents et bien sûr, ça peut évoluer avec la société et au fil du temps, c'est quelque chose, je pense, Guillaume, qu'on va suivre avec beaucoup d'attention pendant les prochains mois et pendant les prochaines années, encore plus, l'évolution particulière. En tout cas, c'est tout à fait intéressant à évoquer et important à évoquer. Une question beaucoup plus terre à terre qui nous vient de Mathieu sur Facebook, qui nous a demandé à propos de Jurassic World, jusqu'à quand sera ouvert le Late Pledge? Le Late Pledge est fermé. D'accord. Le Late Pledge est fermé. Mathieu. On l'a fermé quand on a commencé la production, donc il y a un peu plus d'un mois et demi, si je dis pas de bêtises. On l'avait rouvert temporairement pour le Covid, pour les gens qui étaient chez eux et qui le demandaient, parce qu'on pouvait pas tout gérer à distance, mais il est fermé. Et là, il ne réouvrira pas puisque le jeu arrivera directement chez les backers mi-octobre, fin octobre. Donc après, il sera en boutique. D'accord, très bien. Par contre, la marketplace est toujours ouverte, donc le on peut acheter. Ok, d'accord. Donc c'est toujours possible. Si jamais on n'a pas eu l'occasion de pledger au projet, on peut toujours récupérer via le marketplace des éléments. Uniquement les éléments collector. D'accord, très bien. C'est pas les mêmes éléments, mais ça reste des dinos. Et les upgrades, on va dire. Et ça compte tout de même. Très bien, Mathieu, j'espère que tu as obtenu réponse à ta question. J'enchaîne avec une question également terre à terre de Turtle Blue et je vous garde une dernière question ensuite un peu plus philosophico-métaphysique pour la fin. Donc la question terre à terre était à quand le retour de After the End? Nous demande Turtle Blue. C'est une question que j'ai toutes les semaines. Alors, After the End, après un peu de retard avec le Covid également, il était censé arriver fin 2020, il arrivera début du deuxième trimestre 2021 directement en boutique. D'accord, très bien. C'était donc une question extrêmement terre à terre, c'est parfait. Ça me laisse énormément de temps pour ma dernière question qui nous venait également de Turtle Blue, qu'on salue pour la qualité de ses questions et son écoute attentive et régulière. On espère que tu vas bien, Turtle Blue. Il nous demandait, je trouvais ça assez intéressant, au vu de la... Alors, j'ai pas compris tous tes acronymes, donc je vais les interpréter moi-même. Au vu de la professionnalisation des CF, donc j'imagine des campagnes de financement, et notamment une affaire de SG, voilà. Donc plus de SG communautaires, mais que des SG prévus à l'avance. Ah, des stretch goals, bien vu. Que des stretch goals prévus à l'avance. Quelle place y a-t-il désormais pour les petits éditeurs, justement pour les projets plus ésotériques dans son matériel, dans son idée, par exemple les 1400 cartes du 7e continent, là où aujourd'hui Kiloplastique, Ulule, dans une moindre mesure, c'est vraiment la foire au kiloplastique. Pardon, j'ai dit Kiloplastique, Kickstarter et Ulule, c'est vraiment la foire au kiloplastique. En gros, si je comprends bien, Turtle Blue, ce que tu nous dis, c'est avec la professionnalisation des campagnes de financement, justement, et ce côté de plus en plus carré, est-ce qu'on n'a pas le risque de perdre peut-être un petit grain de folie, un petit grain de créativité? Ça vous paraît crédible? Oui. Juste pour dire, Laura, est-ce que les papates, c'est considéré comme une campagne professionnelle et tout ça, ou est-ce qu'au contraire, c'était un porteur de projet un peu exotique et qui montre que c'est encore possible? Eh ben, c'est un très bon exemple, effectivement. Bon, alors pour moi, je les considère tous comme des projets professionnels, dans le terme que, de toute façon, on n'accepte que des structures. Hein. Il faut avoir une structure pour pouvoir lever des fonds. Donc, à ce niveau-là, ça reste un projet professionnel. Mais effectivement, Nicolas, il a lancé son projet. Il était plus ou moins tout seul. Enfin, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes derrière, mais il a mené sa barque avec les papates sur la plateforme. Moi, je considère ça clairement comme un jeu plein de créativité et en essayant de renouveler le lien avec les personnes, etc. derrière. Donc, pour moi, ça reste un projet pro, mais effectivement, plein de bonne volonté et plein de réellement ce rêve. Hein. Moi, la première fois que je parlais avec Nicolas, c'était j'ai ce jeu, je l'adore, j'adore y jouer en famille, avec mes amis, etc. Et j'aimerais le partager, en fait. Et Nicolas n'est pas le seul sur notre plateforme à être dans ce cas-là. Hein. Nous, on en a beaucoup. C'est leur réel rêve. Hein. Moi, je reçois des messages d'euphorie quand ils arrivent à atteindre
seuil de financement, c'est des petites équipes, c'est des personnes seules, etc. Donc, ça existe toujours. Et j'aimerais aussi souligner que même les grandes entreprises qui font du financement participatif, ça reste une montagne russe à chaque fois aussi. Hein. Moi, je le vois par exemple ici, parce que je suis très proche du coup avec l'équipe de Black Book Edition. Chaque financement, c'est une nouvelle aventure. Le succès n'est pas forcément toujours garanti. Ça reste des projets dans lesquels les gens se sont investis, ils vont s'investir intensément pendant des semaines et des semaines. Voilà, et je le vois avec tout le monde, avec même des gros projets. Là, on a le Late Pledge de Monolith sur Conan. Ça reste des gens derrière qui sont à fond et qui en fait qui rêvent de voir ce jeu se réaliser et se concrétiser en fait. Donc moi, je trouve au contraire que c'est encore très 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 présent. Et tu penses que c'est possible, du coup, j'étends, pardon, Turtle Blue, un peu ta question, mais si le public de ce type de plateforme prend l'habitude justement d'avoir des stretch goals très esthétiques, très, très bien calibrés, très marketés, est-ce que c'est possible d'avoir encore des jeux dont la qualité est ailleurs, un peu comme dans X-Files? C'est-à-dire que la qualité va se trouver vraiment dans un aspect narratif, par exemple dans les cartes, dans du texte. Alors, c'est pas du tout pour dire que la première catégorie de jeu est mauvaise. C'est simplement que peut-être que la deuxième catégorie de jeu peut être question un peu plus invisibilisée par ce type de plateforme ou par ce type de communication, puisqu'il est plus difficile de communiquer sur un aspect visuel. Comment on fait en fait pour valoriser un aspect plus métaphysique, plus narratif, si on n'a pas les visuels qui vont avec? Tout à fait, c'est sûr que c'est plus facile de pouvoir vendre quand il y a plein de goodies, plein de cadeaux, plein de petits trucs, pas forcément des figurines, hein, ça peut être plein de choses différentes. Et on a eu des trucs très intéressants, de la shop de bière au dessin personnalisé, etc. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est sûr que ça va booster les ventes, ça va faciliter le tout. Par contre, après, il n'y a pas de limite en fait. C'est au financement participatif, tu es face directe à ton audience et tu peux parler directement avec ton audience. Par exemple, c'est quelque chose que font Hélène et Antonin aussi beaucoup, c'est qu'ils font des lives, par exemple, à parler avec leurs personnes. Et en fait, si vous arrivez à transposer votre passion pour votre produit et à le faire vivre, en fait, ça peut toujours marcher. Du coup, la seule limite là-dedans, c'est est-ce que vous vous donnez les moyens de marcher main dans la main avec l'audience. Moi, ce que je peux dire sur la communauté derrière, oui, il y en a beaucoup qui adorent les objets, les cadeaux, etc. Ça, c'est sûr, je le vois, même s'ils le disent pas, je le vois sur leur compte, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais par contre, il y en a beaucoup aussi qui viennent soutenir et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes, d'ailleurs, qui viennent soutenir aussi les projets parce qu'ils adorent cette proximité avec les créateurs, cette place très, très particulière, unique, en fait, de pouvoir le suivre dans le développement. Des fois, de savoir que l'éditeur, il m'a écouté, il a changé quelque chose dans sa campagne parce qu'il a été à l'écoute de ma proposition. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Et ça, c'est quelque chose qui redonne, en fait, cette même euphorie que le fait d'avoir plein de goodies offerts. Donc, c'est toujours complètement possible. Après, ça reste du travail, du coup, dans un autre sens. C'est un investissement, pas forcément en production, mais du coup, en communication et dans le moyen de pouvoir faire vivre la passion, quoi. Après, les stretch goals, c'est un effet levier aussi. Pardon, Hélène ? Les stretch goals, c'est également un effet levier. C'est-à-dire qu'au tout début, il y en a qui ne connaissent pas. Si vous êtes un nouvel éditeur, vous êtes réticent, c'est ça qui va les décider. Et après, quand vous êtes déjà plus connu ou autre, vous pouvez vous permettre justement de pas du tout, Frost & Severn nous l'a prouvé, de ne pas mettre de stretch goal du tout. Donc, oui, c'est un peu la question sous-jacente, en effet. Est-ce qu'on pourrait juste, Mathilde, est-ce qu'on peut résumer, est-ce que c'est juste de résumer de la façon suivante? Un projet avec une communication très pro, un côté très clinquant, une campagne et des stretch goals qui est du spectacle, pourrait éventuellement masquer plus facilement une faiblesse de jeu de société. C'est-à-dire que tu as participé à un espèce de spectacle et à la fin, tu te retrouves avec un souvenir qui est le jeu de société qui est parfois un peu bof-bof éventuellement. Et comme le dit Carbaz, on vend plus de la com que du jeu. Bon, mais à côté de ça, si par contre ton jeu est bon et que tu réussis à montrer et embarquer
des gens dans le fait que le jeu soit bon, peu importe le flacon, mais on a l'ivresse, eh ben, on peut encore avoir des petits porteurs de projets ou des projets un peu exotiques qui embarquent du monde parce que derrière, on sent que dans le jeu, il y a encore de quoi faire. Est-ce qu'on pourrait un petit peu dire ça? La communication, tout ça, c'est un petit peu le côté spectacle, mais parfois, il n'y a pas besoin du spectacle parce que le jeu, il est quand même bon et tout ça. On pourrait dire ça ou c'est trop exagéré? Moi, je pense qu'on peut tout à fait dire ça. Après, la question est de savoir s'il y a concurrence, compétition entre les différentes choses. Mais enfin, ce serait un débat très long. Turtle À Beach lui tout seul. complète son propos précédent en disant, en tout cas, je pense sincèrement que Game Tabletop peuvent être vraiment une plateforme moteur dans la visibilité de certains projets ingénieux et novateurs. Ça, c'est très, très chouette. Je pose une dernière question et j'aurai ensuite un mot de la fin, Guillaume, si ça te convient. Vas-y. Une question de Fabou Bright qui nous demande, une question pour Hélène. À quelle quantité le marketplace Jurassic World est-il déjà parti? Ça dépend des produits, parce qu'ils ont tous des gammes de prix différents et on a aussi fait des sortes de paiements plans pour justement aider les gens qui voulaient absolument s'offrir les plus chers mais qui ne pouvaient pas forcément se permettre. Le Raptor Paddock est très très bien parti. C'est la meilleure vente qu'on a. Après, ça dépend vraiment des produits. On est quand même, on est loin encore de notre limite possible. Donc, on a encore un peu de marge. Très bien. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je conclurai cette petite session de questions-réponses par une remarque que j'ai trouvée fort intéressante de Gibrorn sur Twitch qui, au moment de la discussion, notamment des enjeux environnementaux du kilo plastique, de ce qu'on appelle communément le kilo plastique, nous dit « On commence déjà à voir des paliers sur les campagnes de financement participatif pour améliorer la rémunération des auteurs et des traducteurs. On pourrait peut-être imaginer des paliers produits à plus faible empreinte écologique. En tout cas, c'est l'un des avantages des plateformes de financement participatif, c'est qu'ils permettent aussi de prendre la température un petit peu de ce qui se passe et de ce que les gens cherchent et souhaitent. Tout à fait. Et là-dessus, juste pour finir sur l'aspect écologique, un truc qui est très compliqué encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants en fait qui permettent ça. Et donc c'est pour ça que je parlais du fait qu'il faut plus de projets dans ce sens-là, parce qu'il faut que les fabricants se lancent. C'est très très difficile actuellement de trouver, en fait, même en voulant mettre plus d'argent, à trouver les bonnes solutions qui permettent en fait de faire ça aussi. Donc effectivement, moi j'espère pouvoir voir ça ces années à venir, quoi. Superbe. C'est fini pour les questions-réponses de mon côté, Guillaume. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Mathilde. Eh bien écoutez, voilà comment au final, en ayant un petit papotage avec Game Tabletop, qui est une plateforme de financement participatif et qui nous amène cette nouveauté, le marketplace, et avec un exemple concret grâce à Exode Studio autour de Jurassic World, de Miniature Games. Mais attention, Exode Studio, merci Hélène de nous avoir raconté que non pas dans l'objectif de faire de la com, c'est toujours un petit peu de com, mais il y a quand même moyen de faire confiance aux gens, et moi j'ai envie de faire confiance à Hélène. Il voulait, après s'être rendu compte que derrière le confinement, il y avait des boutiques qui étaient en danger, et donc ils ont mis des produits en vente sur le marketplace de Game Tabletop pour pouvoir reverser 30% derrière pour aider ces boutiques, et que jusqu'à présent, 7 boutiques, c'est bien ça Hélène, un 7 ? C'est ça, 7. Cette boutique ont pu être aidées à hauteur de 3 000 € et que grâce à vous, peut-être, il y en aura d'autres. On a été amené à discuter de plein d'autres choses. On a été amené à discuter de financement participatif, de triangle amoureux entre la plateforme, la boutique, l'éditeur, bien sûr, avec les joueurs et les joueuses au milieu et les goûts qui évoluent, l'éco-responsabilité. Tout ça était dans notre trick-track télé papotage d'aujourd'hui. Laura, Hélène, un énorme merci d'avoir été présentes toutes les deux. Mathilde, merci aussi d'avoir accepté de faire le relais pour que je puisse être concentré sur le zébulon. Mais non, mais c'était super important parce que comme ça a permis après de laisser un petit moment live, chat, échange qui était très très bien aussi. Merci à Florian pour les techniques gérées de main de maître. On se retrouve
tout bientôt avec d'autres Trick Track télé, que ce soit autour d'un jeu en lui-même ou que ce soit autour du monde du jeu. Vous le savez, à Trick Track, on adore vous donner les clés pour que vous puissiez vous-même vous faire votre avis sur les jeux, sur ce qui s'y passe et sur son écosystème. Encore une fois, Laura, Hélène, gros bisous à vous. Hélène, je te souhaite tout plein de bonheur avec la future naissance. Courage, courage, courage. La respiration du petit chien, le dauphin, la baignoire d'accouchement, le ballon, accouchement sans douleur. Et voilà, pour l'avoir vécu, je te donne tout ce que je peux comme énergie. Il y en a un qui va faire du Jurassic Park tout de suite dans le perso. Merci à tous les joueurs. Merci encore une fois à Mathilde et à Florian. Je vous dis à tout bientôt sur Trick Track. Salut, salut. Merci. Salut. Salut.